Vous êtes les bienvenus sur RTI 1. Tout de suite, les titres de cette édition. Après sa visite de travail aux États-Unis, le Premier ministre Patrick Hachi s'est envolé pour l'Europe. Arrivé ce vendredi à Paris en France, le chef du gouvernement a été reçu en audience par son homologue français. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Reportage à suivre au début du journal. Et dans ce journal également, nous nous intéresserons aux produits vivriers ici en Côte d'Ivoire. Le chemin qu'il parcourt depuis la plantation jusque dans nos assiettes, tout en faisant un clin d'œil aux producteurs, productrices qui se battent au quotidien pour que les consommateurs retrouvent ces produits sans discontinuer sur les marchés. Au Burkina Faso, après la prise de contact et leur installation, les membres du gouvernement ont tenu un conseil des ministres autour du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, un rendez-vous dominé par la situation sécuritaire. La situation humanitaire est également préoccupante dans le pays. Et je vous le disais en titre, le Premier ministre était la semaine dernière en mission aux États-Unis et depuis hier vendredi, il a mis le cap sur la France. À Paris, il a échangé avec le Premier ministre français et il a été question de renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Depuis Paris, le reportage de notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo. À Paris ce vendredi, un rendez-vous à Matignon. Le Premier ministre Patrick Hachi est reçu par son homologue français Jean Castex. Après avoir conquis le marché américain, il vient renforcer la coopération avec les partenaires européens pour une dynamique soutenue du développement. Le ministre français n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations entre les deux pays, avec notamment de grands projets soutenus par l'Agence française de développement AFD ou encore le C2D. La France, qui réaffirme son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'éducation et des infrastructures, à l'image du métro d'Abidjan. L'occasion pour Patrick Hachi, chef du gouvernement ivoirien, de lancer un appel au secteur privé français pour plus d'investissements dans les chaînes de valeur prioritaires de la vision 2030 du président Alassane Ouattara. La France, tout comme les États-Unis, reste un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement entend motiver le secteur privé de ces deux pays amis à plus d'intérêt au potentiel économique qu'offre le pays pour accélérer son développement. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie était lui aussi cette semaine aux États-Unis. Il était à Houston dans le cadre de la conférence mondiale sur l'énergie. Et en marge de cette conférence, Thomas Camara est allé à la pêche aux investisseurs. Et à chaque rencontre, il a été question de la plateforme pétrolière Gisement Baleine. Depuis Houston, un reportage d'Adama Koné avec la collaboration technique d'Ulrich Adongo. Pour cette dernière journée de travail du Premier ministre à Washington, cap sur la Chambre de commerce américaine. Les deux pays décident de s'accorder sur une nouvelle orientation de leur partenariat commercial, augmenter les investissements américains des chaînes de valeur en Côte d'Ivoire et faciliter l'accès au marché américain. On a eu un entretien extrêmement riche après lequel on a bien compris qu'ils sont décidés à apporter à la Côte d'Ivoire un support, mais qu'ils attendent également de la Côte d'Ivoire d'ouvrir ses portes pour le secteur privé. Nous leur avons dit que la philosophie du président dans la vision 2030 était réellement que le gouvernement se mette avec le secteur privé ensemble pour pouvoir intégrer dans la chaîne des valeurs mondiales les principaux produits que nous produisons pour le bonheur de nos populations et pour le bonheur également pour nos entreprises et nos deux pays. Un bureau anglais dédié aux investisseurs américains et anglo-saxons sera mis sur pied. Autre étape clé de cette journée, la rencontre du chef du gouvernement avec la Société financière internationale. Pour Patrick Hachi, il faut accompagner le secteur privé dans son rôle de moteur de la croissance. Un plaidoyer, bien entendu. Nous avons, le Premier ministre et moi-même, discuté et nous sommes entendus sur un slogan qui sera désormais le nôtre. Nous n'allons pas financer des projets, nous allons financer des chaînes de valeur. Cela dit tout, cela dit que nous allons travailler pour avoir des résultats, pour créer des emplois, parce que c'est en développant ces chaînes de valeur qu'on peut créer des emplois et qu'on peut créer cette croissance à long terme. Donc c'est une vision nouvelle que nous avons discutée et que nous allons mettre en œuvre, qui vise à voir le projet comme un instrument
qui permettent de développer la compétitivité des chaînes de valeur et par conséquent créer plus d'emplois et de croissance en Côte d'Ivoire. Mercredi, Patrick Achi poussait les portes du Trésor américain, une audience avec Alexia Latortue pour renforcer la coopération entre les deux pays. Vous vous en êtes rendu compte, on était retourné à Washington où Patrick Achi a fait de nombreuses rencontres utiles. Le Premier ministre a exposé donc sur la vision 2030 du président Alassane Ouattara à la Chambre de commerce américaine avant de se rendre dans les locaux de la SFI. Et là, nous allons revenir sur cet élément qui parlait justement de gisement de baleines. Gisement baleine, cette plateforme pétrolière découverte ici en Côte d'Ivoire. Le ministre des Mines et de l'énergie, lui, est aux États-Unis. Il était à Houston précisément et il a fait de nombreuses rencontres avec Adama Koné et Ulrika Dongo. Avec la découverte de taille mondiale du gisement baleine en août 2021, la Côte d'Ivoire développe toutes ses potentialités d'investissement, aussi bien sur la terre ferme que dans la profondeur de ses eaux. À Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie ne rate aucune occasion de défendre la destination Côte d'Ivoire. Entre conférences, panels et visites, il se lance dans une opération de charme, tout en gardant à l'esprit la sauvegarde de l'intérêt du pays. Thomas Camara lève alors le voile sur le gain de la Côte d'Ivoire dans la clé de répartition du bénéfice des gisements baleines. Ce gisement va apporter des ressources au pays, à la Côte d'Ivoire. Premièrement, le pétrole brut sera commercialisé au plan international et rapportera donc des ressources financières pour le pays. Dans toute activité, il y a un profit qui est dégagé. Et la Côte d'Ivoire bénéficiera de 52,5% du profit qui sera dégagé par cette activité une fois que les coûts sont couverts. Ensuite, il y a du gaz naturel associé. Et ce gaz naturel en Côte d'Ivoire, il est utilisé pour la production de l'électricité. Et on le sait, la Côte d'Ivoire, comme tous nos pays africains, a besoin d'électricité. Quant à l'offre d'électricité, il rassure les opérateurs déjà en activité sur le territoire et ceux qui s'intéresseraient au marché ivoirien. Cette découverte de brut va permettre de renforcer davantage la production d'électricité, donc ça va aider, mais les dispositions étaient déjà prises avant même que le gisement ne rentre en production en 2023. Les dispositions étaient déjà prises pour que, même dès 2022, il n'y ait pas de crise énergétique, de crise d'électricité dans le pays. Nous avons travaillé activement avec le secteur de l'énergie, avec tous les acteurs, pour que ce problème conjoncturel qui s'est produit l'année dernière ne se répète plus. Ici, en réunion avec des homologues en charge de l'énergie, là, en visite dans une société spécialisée ou encore en B2B, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie rassemble tous les éléments d'un puzzle énergétique devant faire de la Côte d'Ivoire le cœur d'un marché régional de premier rang. Et ici en Côte d'Ivoire, on a procédé en fin d'année 2021 à un recensement général de la population et de l'habitat. L'opération connaîtra dès lundi une autre étape, l'enquête post-censitaire, l'opération statistique qui permet d'évaluer, de réajuster et de consolider les données recensées. Les précisions de Godefroy Okambawa. Les résultats préliminaires du recensement général de la population et de l'habitat 2021 estiment à 28 millions la population résidente en Côte d'Ivoire. Pour consolider ces chiffres, l'enquête post-censitaire permettra d'évaluer ces données. La mise en œuvre de cette étape exige donc l'implication des élus locaux des zones concernées afin d'obtenir l'adhésion des populations. Les maires vont redoubler de vigilance et d'efforts dans la sensibilisation, dans la mobilisation, dans les zones qui auront été choisies pour cet échantillonnage. Les maires ont pris l'engagement aujourd'hui, aussi bien à Abidjan que partout en Côte d'Ivoire, d'être les bras séculiers du gouvernement dans la réussite de cette enquête. Le RGPH, un outil d'aide, de décision et d'orientation dans le cadre du programme d'action de développement. Kabaniale exhorte les élus, autorités préfectorales et surtout les populations concernées à faciliter l'opération aux points focaux. Nous avons besoin que dans les zones qui sont tirées,
les enquêteurs puissent accéder effectivement aux ménages pour nous permettre de comparer les informations qui sont collectées dans le recensement principal. Nous voulons que dans les communes ou dans les zones qui sont sélectionnées dans Abidjan, les maires puissent nous aider à accéder aux ménages pour pouvoir donc faire cette enquête et comparer les informations. L'enquête post-censitaire démarre dans le district d'Abidjan ce lundi 21 mars et prend fin le 15 avril 2022. Comment se porte le réseau routier ivoirien? Les routes déjà livrées et celles en construction? Cette question, Amédée Kouakou se l'est posée et il a décidé de faire une descente de terrain pour avoir les réponses. Le ministre de l'Entretien et de l'Équipement routier séjourne donc dans ce cadre-là au nord de la Côte d'Ivoire. Éric Gorebi s'y trouve aussi pour RTI 1, son reportage. Relier les voies des chefs-lieux de département aux différentes localités des départements pour faciliter la circulation interne est une instruction du président de la République. Le processus est en cours dans toute la Côte d'Ivoire. Illustration au nord du pays. Le tronçon d'Abakala-Kong de 108 km et le tronçon Ngolodougou-Kong de 67 km recevront très bientôt leur première couche de revêtement. Nassian, Kafolo et Nassian Tchamé sont également dégagées. Elles permettront l'évacuation rapide des produits agricoles. Les forces de l'ordre pourront également patrouiller dans cette zone. Dans la région du Tchologo, pour regarder différentes infrastructures routières. Vous savez que le président Alassane Ouattara a décidé donc de faciliter la circulation sur l'ensemble des axes routiers dans notre pays. Beaucoup de travaux routiers sont en train d'être faits. Vous avez vu que je sillonne l'ensemble du territoire, aussi bien au sud, au centre, à l'est, à l'ouest. Et aujourd'hui, nous sommes au nord. Il y a différentes routes qui sont en train d'être faites. Dans cette région nord, aussi bien dans le Bunkani, dans le Tchologo et aussi dans la région du Poro, il y a un certain nombre de voies en terre parce qu'il y a des villages qui n'étaient pas accessibles par la route. Nous venons tout de suite de traverser le village de Tchamé, qui est à 7 km du fleuve Komoué. En plus d'infrastructures routières, Tchamé bénéficie d'électricité et d'eau potable. C'est un forage de 80 mètres de profondeur et de 10 mètres cubes installé. Une fierté pour les populations. Avec ces routes, nous pensons maintenant que les populations pourront vivre dans de bonnes conditions. Et nous aussi, en tant qu'élus, nous pourrons rendre visite à nos populations. C'est la joie que nous voyons sur les visages de ces populations, qui étaient, ma foi, laissées pour compte, qui étaient abandonnées, pas parce que nous le voulions, mais parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le ministre d'État, le président du Conseil régional du Tchologo, nous sommes quand même dans la région du Tchologo, même à la frontière, se penche sur ce problème. Mon frère, le ministre Amédée Kouakou, qui fait un travail formidable dans le domaine de l'entretien de l'équipement routier. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de bonheur et de joie que j'ai répondu à son appel pour venir visiter tous les travaux d'infrastructure routière qu'il fait dans le district autonome des Savanes et plus particulièrement dans la région du Tchologo. Ici, nous sommes à la frontière du Burkina Faso. C'est ce fleuve qui sépare la Côte d'Ivoire de ce pays. Dans les mois à venir, 900 km de pistes dans la zone seront touchés par ce projet de développement d'infrastructures routières de grande envergure. Et toujours parlant de route, Koda Korogo est un village communal de Soubré au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Sur place, la voirie devient aussi de plus en plus praticable pour le bonheur des usagers. Le conseil municipal vient d'assurer le reprofilage de l'axe qui mène Koda Korogo à Soubré intramuros, une voie longue de 6 km. Les détails avec Mahama Traoré. Les 6 km de route qui séparent le village de Koda Korogo à la ville de Soubré sont désormais praticables. Après de grands travaux de reprofilage, il est désormais aisé d'emprunter cette piste, la seule voie d'accès au village. On pleurait à cause de la route. Les femmes pleuraient. On marche sur 6 km à pied
avec les bagailles, les femmes enceintes, il y a l'enfant au dos. C'était une souffrance. Vraiment aujourd'hui, on a eu la route, je suis en joie. Pour le maire de Soubré, Lassina Traoré, désenclaver le village de Kodakorogo revêt un enjeu stratégique. Vous avez, je peux dire, un boulevard, parce que même venir en moto, c'était un souci. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise. Aujourd'hui, vous pouvez fouler vos produits. Aujourd'hui, vous pouvez évacuer vos malades sans problème. S'il y a un problème dans ce village, vous appelez la ville et le commissariat intervient automatiquement. Cette année, la route occupe une place importante dans le plan d'action du conseil municipal de Soubré. Déjà, plus de 75 millions de francs CFA ont été investis afin de réhabiliter la voirie communale. On va à présent parler de nos produits vivriers et de leur disponibilité sur les marchés en quantité importante et en toute saison. Ça, c'est le vœu des coopératives agricoles et elles travaillent à cela. Dans la Maraoué, par exemple, où je vous enverrai dans quelques instants, dans le reportage donc à venir, les femmes sont au début et à la fin de la chaîne. Des femmes braves qui, au quotidien, arrivent à surmonter toutes sortes de difficultés. C'est un grand reportage de Didier Nguessan. Zansra, sous-préfecture, à une vingtaine de kilomètres de Zionoula. Ces femmes de la coopérative Kofagnaz se rendent sur leurs parcelles. Elles y cultivent des produits vivriers comme le manioc, l'arachide, l'aubergine et le piment. Ce matin, elles nettoient le champ d'igname. Nous avons choisi le Florido parce que c'est le Florido qui donne beaucoup maintenant. C'est la variété qui donne beaucoup. Maintenant, des bêtes, on ne trouve pas beaucoup chez nous ici. D'une culture à une autre, ces femmes gourous ne rechignent pas dans l'effort. Les productions de ces champs sont destinées en priorité à la consommation locale. La plupart de nos récoltes, nous les donnons à l'école pour que nos enfants puissent être bien. Maintenant, le reste, nous collectons ensemble pour converger sur Abidjan pour vendre. De Zansra à Menfla, une autre bourgade située à 12 km de Zionoula, la motivation est la même. Mais ici, on compte produire du vivrier à une grande échelle. Sur ce périmètre de 15 hectares aménagé par l'Union européenne et le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, il est prévu de développer les filières manioc et maraîcher. L'Union européenne qui nous accompagne, ils ont demandé à faire seulement que 6 hectares. D'abord, on leur dit merci d'abord pour le commencement, c'est déjà quelque chose. Nous voulons faire au moins 3 hectares d'aubergines, 3 hectares de piment, de la tomate, un peu de tout. Donc, s'il y avait des moyens pour faire les 15 hectares, ça allait vraiment nous arranger. Produit en grande quantité pour ravitailler les marchés, une approche qui pourrait impacter les prix à la consommation. La région de la Maraoué, connue pour être une des mamelles nourricières du pays, transmet de génération en génération ce savoir-faire en production agricole. En attendant la phase pratique du projet, 2 problèmes demeurent. La semence. Quand le président arrivait à Zinoula, on nous avait donné quelques semences. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est fini. Ça ne suffit pas. On a encore besoin des semences. Le transport des récoltes. Pour mettre dans le camion, c'est 3 000 par sac. Ça dit que les chargeurs, là, ils ont 500 sur un sac. Et puis celui qui a un camion, là, lui, il a 2500. Ça fait 3 000 par sac. Ça dit que quand on finit, on enlève les dépenses, les frais de route, tout ça, on n'a plus rien. Après le Bochon, les produits agricoles arrivent sur les marchés. Nous retrouvons Zambier Louirier à Yopougon Nouveau Goudron. Sur ce marché, environ 2000 femmes revendent le vivrier. Les marchandises déchargées sur place au marché sont encore majorées de plusieurs frais. Quand tu décharges, tu fais droit de terre, par exemple 500 par sac. Tu es payé à qui? Au côté du marché, il y a aussi des gens qui déchargent au niveau du camion. Des jeunes qui montent sur le camion pour décharger les sacs. Ces jeunes-là aussi sont payés 500 par sac. Il y en a aussi qui prennent à les déposer là où toi tu as choisi de regrouper tes marchandises. Entre le transport, les frais de déchargement, le droit de terre et la taxe municipale, les prix à l'étal finissent par flamber. Le carton que vous voyez là, quand il n'y en a pas, les femmes prennent ça à 50 000. Hein. C'est ça, non? Le petit tas que vous voyez là, c'est 500 francs. Mais quand on prend place en détail, les gens mettent comme ça à 100 francs. Quand il pleut comme ça, en principe, si on devait avoir 10
10 sacs de piment dans un champ. Désormais, c'est plus le cas. Ça peut produire 5 sacs. Du coup, la production baisse et puis les choses, le prix monte. Pour être beaucoup plus efficace, la plateforme des femmes du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire a vu le jour en 2021. Les productrices s'attellent à améliorer la présentation de leurs produits. On travaille au champ, il faut qu'on arrive à transformer pour que nous puissions au moins avoir plein de moyens pour faire au moins les étiquettes, les emballages, pour pouvoir que ce soit bien vu, pour pouvoir bien vendre. La présidente de la plateforme décline les objectifs. On va aider nos femmes à avoir de bonnes semences, à avoir du matériel pour des bonnes pratiques culturelles. Au niveau de la transformation, aider nos femmes à avoir des machines performantes. L'huile qui est faite de manière traditionnelle n'a pas les mêmes normes que les normes que les gens demandent. Tout ça, c'est des choses qu'on doit changer, à corriger. Acquérir des camions pour aller bon champ, pour avoir les produits, pour que les prix diminuent sur le marché. Du bon champ à nos assiettes, les pertes post-culturelles sont importantes. Il faut les réduire et stabiliser l'offre alimentaire. Des pratiques culturelles à la distribution en passant par le transport, la modernisation du secteur du vivrier pourrait non seulement garantir la sécurité alimentaire, mais aussi soulager la bourse des producteurs et des consommateurs. C'est un reportage de Didier Nguessan du service Société de RTI 1. On en vient à ce point quotidien qui s'invite depuis de nombreux mois dans chacun de nos JT. C'est la page Covid-19. Le respect des gestes barrières et le vaccin anti-Covid, voilà ce qui pourrait nous protéger du coronavirus, nous protéger mais aussi protéger les autres. Voilà déjà 2 ans que le virus malmène la planète avec aujourd'hui 468 millions de malades et 6,07 millions de morts. En Côte d'Ivoire, hier encore, on a recensé de nouveaux malades, 6 au total pour un nombre trop grand, 81 000, donc 81 643 malades ici en Côte d'Ivoire et 796 décès. On va rire un peu. Vous connaissez, c'est sûr, Bonjour, Bonjour 2022. Bonjour qui s'exporte en France. Nos humoristes sont à Paris depuis quelques jours et ce soir, ils vont offrir une dose de bonne humeur aux Parisiens. Notre envoyé spécial pour l'occasion, c'est Parc Gassoro Koné. Il est sur place. Alors, Parc Gassoro, si vous nous entendez, rassurez-nous, est-ce que tout est prêt, tout est fin prêt pour le spectacle de ce soir ? Et oui, bonjour Hamza, très heureux de vous retrouver. Vous l'avez dit, nous sommes effectivement en France dans le cadre donc, de Bonjour Paris. Après le Palais de la Culture de Treichville à Abidjan et les villes de l'intérieur, c'est au tour de Paris d'accueillir donc cette grande émission humoristique à succès de la radio-télévision ivoirienne RTI. Il s'agit donc de Bonjour. Alors c'est la maison de la mutualité située juste derrière moi qui va servir de cadre pour ce grand rendez-vous du rire. La maison de la mutualité, il faut le souligner, est située dans le 5e 24 rue Saint-Victor. Alors tout est fin prêt ici pour assurer un très beau spectacle au public de la diaspora, singulièrement au public de Paris. Et à qui on aura affaire ce soir en Parc Gassoro? Combien d'humoristes ont pu faire le déplacement de Paris? Et oui, Hamza, ils sont au nombre de 10, ces artistes, humoristes, comédiens et chanteurs ivoiriens qui sont déterminés à apporter, n'est-ce pas, le sourire au public de la diaspora, au public de Paris, pour ce Bonjour Paris. Et les tickets sont terminés ici, je veux dire qu'il n'y a plus de tickets. Parce que l'événement était vraiment attendu ici à Paris. Et les tickets se sont arrachés comme des petits pains. Rendez-vous donc ce soir à partir de 19h, heure locale, 20h, heure de Paris, pour ce beau spectacle de Bonjour Paris. Voilà, merci et à très bientôt, Hamza.
Merci Parga Sorokone. Bon séjour dans la capitale française et à ce soir pour la grande fête du rire. En attendant, les humoristes se disent prêts. On a suivi leur parcours de Côte d'Ivoire jusqu'à Paris, jusqu'à leur arrivée à Paris où ils ont été reçus par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire sur place. On va y aller maintenant. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est un peu plus de 21h. Papitou, humoriste ivoirien, doit se rendre en France dans le cadre de Bonjour Paris. Il est accompagné à l'aéroport par son épouse, ses frères, ses soeurs et ses proches. Je peux dire merci à la RTI parce que c'est ma deuxième fois que je s'en va à Paris. Dans mon sac là, petit mon sac là, ça là, il y a beaucoup d'humour dedans. C'est ça, il y a baillé là-bas. Les techniciens de la radio-télévision ivoirienne RTI également du voyage. Une fois embarqués et après 6 heures de vol, Papitou et tous les humoristes accueillis à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris par le producteur délégué de Bonjour. L'ambiance est électrique. Je suis venu à l'aéroport là pour accueillir les blédards, tous les autres collègues, les amis, l'équipe de la RTI qui vient d'Abidjan pour Bonjour 2022. Je vais m'envoyer la celle là, elle vient d'arriver, elle s'appelle Priscille la dégameuse. Voilà, bonjour Priscille. Maman à lunettes. Voilà. La Germaine, je cherche Germaine. Après l'aéroport, direction la maison de la mutualité dans le 5e 24, rue Saint-Victor, pour une visite de la salle qui doit servir pour le grand rendez-vous du rire de la RTI. Pour la deuxième édition de Bonjour Paris, on est en train de déballer progressivement, n'est-ce pas, tout ce qu'on a promis à tous les Parisiens, parce que ceux qui sont ici doivent voir autre chose de Bonjour. C'est la deuxième édition, donc nous comptons vraiment mettre le paquet pour donner le meilleur à toutes ces personnes. À côté de ces humoristes, des artistes chanteurs, Billy Billy et Rémi Adam. C'est gâté avec Rémi, oh yeah. On s'en va là-bas. Ça vient se passer, bim. La visite de la salle terminée, cap est mis sur l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, où équipe de production, partenaires, humoristes et artistes chanteurs reçus par l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama. Et pendant leurs échanges, le diplomate ivoirien reçoit un coup de fil depuis le plateau de ce midi à Abidjan. Depuis que je suis là avec la Covid, je n'ai pas eu l'occasion de communier avec les Ivoiriens. Donc j'ai sollicité du DG de la RTI qu'il puisse organiser ici à Paris l'émission Bonjour. C'est chose faite parce que je suis entouré de tous les grands humoristes de Côte d'Ivoire. Donc ils sont venus pour nous enjailler ici à Paris. L'arrivée de Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI à Paris, saluée par l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama et l'ensemble des Ivoiriens de France. Je veux dire à nos compatriotes de la diaspora que leurs humoristes préférés sont là. Ce n'était pas un effet d'annonce, ce n'était pas de la NAC. Je les invite donc à venir nombreux à la maison de la mutualité pour communier avec les meilleurs humoristes. Donc venez, on va s'enjailler parce que vous aurez sur Paris des bords d'enjaillement. Merci. On va s'enjailler. C'est Bonjour 2022, c'est la bonne humeur Made in RTI, la chaîne qui rassemble. On part à Yopougon, pas pour rire, pour prier. On a prié dans la mosquée Aboubacar Siddiq Diabaté, fraîchement inaugurée par le ministre Adama Diawara, et témoin de l'événement Issa Tchonayeo. Brahima Diabaté est l'imam principal de la nouvelle mosquée Aboubacar Siddiq Diabaté d'Adiopoudoumé, au kilomètre 17 à Yopougon. Il a été intronisé ce vendredi à l'occasion de l'inauguration de cet édifice religieux. L'imam Brahima Diabaté a officié sa première prière du vendredi en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, parrain. L'islam, c'est une religion tolérante, c'est une religion de pardon. En tant qu'imam qu'on vient de m'introniser, je ne peux pas être parfait sur tout. Si il me voit que je suis dérapé, je suis un être humain. Il me qu'à m'aider à me guider, c'est tout ce que je leur demande. Tolérance, paix et éviter la démesure dans la pratique de la foi en Allah sont les maîtres mots du parrain à l'endroit des fidèles musulmans de cette mosquée. J'ai demandé à nos frères et sœurs musulmans
d'être des porteurs de cet islam que nous connaissons en Côte d'Ivoire, un islam pacifique, un islam de paix, qui prône la paix, la cohésion et l'union, la fraternité entre les musulmans et au-delà entre les enfants de notre belle Côte d'Ivoire. Et je leur ai également demandé de tourner résolument le dos à cet islam que nous voyons ailleurs, cet islam qui est tourné vers le fanatisme, l'extrémisme, synonyme d'obscurantisme, de désolation, de mort, de destruction. Et je n'ai aucun doute là-dessus, parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis la nuit des temps, nous connaissons cet islam donc de fraternité, de paix, de cohésion. Le ministre Adama Diawara a appelé la communauté musulmane d'Adjou-Poudoumé à prier pour le président de la République Alassane Ouattara et la paix en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, après la prise de contact et leur installation, les membres du gouvernement ont tenu un conseil de ministres autour du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, un rendez-vous dominé par la situation sécuritaire. Le ministre de la Défense nationale, le commandant des opérations du Théâtre national et le directeur de l'Agence nationale du renseignement ont tous fait le point sur la situation, ce qui a permis à l'ensemble du gouvernement de prendre la pleine mesure de la situation marquée par la poursuite des attaques. La situation humanitaire est également préoccupante dans le pays, selon le porte-parole du gouvernement. Bon week-end chez vous et merci de votre fidélité aux antennes du groupe RTI.